Je m'appelle Camille Lefebvre, j'ai 35 ans, et le moment précis où j'ai compris que mon propre foyer ne m'appartenait plus, ma mère se tenait dans la cuisine, les bras croisés, comme si elle avait répété sa tirade devant un miroir. Elle n'y est pas allée par 4 chemins. Elle n'a même pas fait semblant d'être désolée. Elle a juste posé son regard sur moi et m'a annoncé que mon frère, Julien, venait s'installer avec ses 3 enfants et que je devais fermer bagages. Pendant une seconde, j'ai sincèrement cru à une plaisanterie. J'ai même laissé échapper un petit rire en demandant « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» Elle a ri elle aussi, mais son rire était glacial. « Non », a-t-elle répondu. « Je suis très sérieuse. » Puis elle m'a traité de parasite. Comme si les 3 dernières années de ma vie n'avaient jamais existé. Comme si je n'avais pas été celle qui avait maintenu cette maison à flot après le décès de mon père. Comme si je n'avais pas réglé les factures, géré les rendez-vous médicaux, réparé les urgences, sacrifié des opportunités professionnelles, et construit toute mon existence autour du souci constant qu'elle ne s'effondre pas seule. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré devant elle. Je suis juste restée là, à fixer cette femme pour qui j'avais réorganisé tout mon avenir, réalisant qu'elle avait déjà fait de la place pour quelqu'un d'autre dans son cœur et dans cette maison. Je suis partie sans un mot. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 53 appels en absence. C'est là que j'ai su que cela dépassait le cadre d'une cruelle discussion de dîner. Quelque chose s'était passé après mon départ. Quelque chose qu'ils n'avaient pas vu venir, et soudain, ces mêmes personnes qui étaient prêtes à me mettre à la porte ne pouvaient plus cesser de m'appeler. Avant de vous dire ce qui est arrivé ensuite, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous, car cette histoire est allée beaucoup plus loin que quiconque dans cette maison ne l'aurait imaginé. 3 ans auparavant, avant que quiconque ne me traite de parasite, je vivais dans un petit 2 pièces dans le 11e arrondissement, construisant une vie tranquille qui semblait enfin être la mienne. J'avais un poste stable de coordinatrice des opérations dans une entreprise de matériel médical, une routine bien rodée, une épargne qui grossissait doucement, et le projet de lancer un jour mon service d'organisation financière pour les femmes cherchant à se reconstruire après un divorce ou une période de dette. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Puis mon père est décédé si soudainement que le temps s'est scindé en un avant et un après. Une semaine, il se disputait avec moi sur l'entretien de ma voiture. Et la semaine suivante, j'étais debout, vêtue de noir, à côté d'un cercueil, regardant ma mère vieillir de 10 ans en 10 jours. Après les obsèques, la maison a commencé à se délabrer aussi vite qu'elle. Les factures s'empilaient, non ouvertes, sur le comptoir. Elle ne suivait plus ses traitements. Elle ne cuisinait plus. Elle dormait à peine et, quand elle le faisait, elle se réveillait en pleurs. Le prêt immobilier prenait du retard. La chaudière avait besoin de réparation. La taxe foncière était due. Mon frère, Julien, a appelé 2 fois, s'est excusé, a dit que sa vie était compliquée, puis a disparu. C'est moi qui suis restée. J'ai rendu mon appartement, mis mes affaires en garde-meuble, et je suis revenue dans ma chambre d'adolescente, en me disant que ce ne serait que pour quelques mois, le temps qu'elle se stabilise. C'était le mensonge que je me racontais, car la vérité aurait été trop déprimante. À partir de là, ma vie est devenue un système voué à maintenir cette maison en vie. Je me levais tôt pour m'assurer qu'elle mangeait avant de prendre ses comprimés. Je gérais les courses, les factures de gaz, les papiers d'assurance, la fuite d'eau en hiver, la réfection de la toiture au printemps, et chaque coût caché inhérent à une maison ancienne. J'ai payé la majeure partie du prêt cancé
Économies ont fondu. J'ai financé le remplacement de la chaudière en janvier. J'ai pris en charge le calendrier fiscal pour que le fisc cesse d'envoyer des lettres de relance. Au travail, j'ai refusé des promotions qui auraient exigé de longs horaires ou des déplacements, parce que quelqu'un devait être présent si l'électricien passait ou si ma mère faisait une autre crise d'angoisse. Et le plus étrange, c'est que je n'éprouvais pas de ressentiment à l'époque. Je pensais que c'était cela, être une famille. Je pensais que le sacrifice était synonyme d'amour. Ma mère et moi nous sommes même rapprochés durant ces années. Ou du moins, je le croyais. Nous regardions des documentaires sur Arte en pliant le linge. Nous partagions un plateau repas le vendredi soir quand j'étais trop épuisée pour cuisiner. Elle me regardait parfois les larmes aux yeux, me disant qu'elle ne savait pas ce qu'elle aurait fait sans moi. Et à chaque fois, je croyais que j'avais de l'importance. Je croyais bâtir quelque chose de solide. Pas seulement la sauver d'une mauvaise passe, mais gagner une place dans sa vie. Que personne ne pourrait effacer. C'était la version de notre histoire que je portais en moi, jusqu'à la nuit où elle m'a regardé en face, agissant comme si j'avais vécu au crochet de sa gentillesse tout ce temps. À vrai dire, la trahison n'a pas commencé à cette table. Elle a commencé des mois plus tôt, de manière insidieuse, le genre de signe facile à ignorer quand on est épuisé et désespéré de vouloir croire au meilleur chez quelqu'un. Julien avait toujours été le genre d'homme que tout le monde excuse avant même qu'il ne fasse une erreur. Charmant quand il voulait quelque chose, négligent une fois obtenu, et toujours à une crise près d'être pardonné. Il errait de ville en ville, de petit boulot en petit boulot, laissant derrière lui des dettes et des promesses non tenues. Il était plus âgé que moi, mais ma mère l'avait traité comme un prodige. Fragile toute notre vie, comme si le monde était trop rude pour lui et que nous devions tous amortir ses chutes. Il appelait juste assez souvent pour garder ses bonnes grâces avant de disparaître. Alors, quand elle a commencé à sourire à son téléphone, à passer des appels privés dans la buanderie, et à poser des questions trop précises sur mes horaires de bureau, j'ai remarqué. Je ne comprenais juste pas encore la finalité. À la même période, un homme de son groupe de prière a commencé à apparaître plus souvent. Il s'appelait Marc, et dès qu'il a posé les pieds chez nous, il s'est comporté comme quelqu'un testant s'il pouvait déplacer les meubles sans qu'on lui dise non. Il était poli en public, arrogant en privé, et avait cette habitude de dire des choses désobligeantes avec un rire à la fin, comme si cela les transformait en blague. Il me regardait pendant le dîner pour demander si j'avais songé à reprendre mon propre logement, ou pour dire « ça doit être agréable d'avoir un filet de sécurité tout près ». Je me disais que je pouvais tolérer sa présence. Si cela rendait ma mère heureuse, mais j'ai remarqué qu'elle changeait avec lui. Elle devenait plus tranchante avec moi, plus défensive, plus prompte à réécrire la réalité. La cuisine que je nettoyais n'était soudain jamais assez propre. Les courses que je faisais étaient toujours mauvaises. La maison que je maintenais depuis des années devenait, dans sa nouvelle version de la réalité, le lieu où je m'étais trop installée. Puis vinrent les signes physiques. Une pile de dossiers d'inscription scolaire est apparue sur la table de la salle à manger, pour disparaître dès que j'entrais dans la pièce. Le garage a été vidé. Sans explication. 3 lits simples ont été livrés un vendredi après-midi alors que j'étais au travail. Quand j'ai demandé, ma mère a prétendu qu'il s'agissait d'une collecte pour une œuvre caritative et a changé de sujet avant que je ne puisse insister. Un samedi, en rentrant de la pharmacie, j'ai trouvé 2 cartons de mes vêtements d'hiver scellés près de l'escalier du sous-sol. Elle m'a dit qu'elle m'aidait simplement à ranger. Une autre nuit, je l'ai entendue rire doucement au téléphone. Non, elle ne se doute toujours de rien. Cette
Phrase s'est logée en moi comme une écharde. Léa, ma meilleure amie, m'avait averti bien avant que je ne l'admette. On prenait un café après le travail. Quand elle m'a dit « Camille, tu te comportes comme quelqu'un qui sait qu'une tempête arrive et qui fait semblant de croire qu'il n'y a que du vent », j'ai ri. Pour ne pas paraître paranoïaque, mais au fond, je me préparais déjà. Ce qui a finalement brisé mon déni, c'est le soir où ma mère m'a demandé, très nonchalamment, si je pouvais vider mon placard de chambre car nous aurions besoin de rangement pour des invités. Des invités. Pas de la famille. Des enfants. Comme si la chambre où je dormais depuis 3 ans, la chambre où j'étais revenue pour reconstruire sa vie avec mon propre argent et mon temps, pouvait être réaffectée en une phrase vague. Même alors, j'ai essayé de me dire que tout s'arrangerait. Je me disais qu'elle ne m'humilierait jamais vraiment. Je ne savais pas encore qu'elle avait déjà franchi ses limites dans sa tête bien avant de prononcer les mots à voix haute. La nuit où tout a explosé a commencé. Avec mon plat préféré, ce qui aurait dû m'alerter. Ma mère ne cuisinait ainsi que lorsqu'elle voulait qu'une conversation tourne en sa faveur. Elle a préparé un bœuf bourguignon comme mon père l'aimait, sorti la belle vaisselle et même ouvert une bouteille de vin en semaine. Marc était là, lui aussi, faisant semblant d'aider. Le tout était une mise en scène. J'ai changé de tenue, je suis redescendue, essayant d'ignorer le sourire tendu de ma mère. Pendant 10 minutes, elle a fait une conversation de salon si artificielle que cela m'a rendue plus nerveuse que le silence. Puis elle a posé sa fourchette, m'a regardé droit dans les yeux et a dit que Julien revenait. J'ai figé. Elle a enchaîné avant que je puisse réagir. Il traversait une période difficile. Les choses s'étaient effondrées. Il arrivait avec les 3 enfants, et ils avaient besoin de stabilité. Cette partie, en soi, ne m'a pas mise en colère. Cela m'a surprise, oui, mais je calculais déjà comment nous pourrions nous organiser. Je pensais que les enfants pourraient utiliser la chambre d'amis, et que nous pourrions transformer le bureau en chambre supplémentaire. J'étais encore en train de résoudre le problème quand elle a dit la partie qui a tout changé. Elle a déclaré que les enfants avaient besoin de plus d'espace, et que Julien avait besoin de temps pour se remettre sur pied, donc je devais déménager avant le week-end. J'ai ri, tant la phrase était absurde, mon cerveau rejetait l'idée. J'ai demandé si elle plaisantait. Elle a souri de ce sourire léger, comme si elle appréciait mon état de choc, et m'a affirmé qu'elle était tout à fait sérieuse. Je me souviens l'avoir fixée, attendant une correction, une explication qui rendrait la situation moins insensée, mais elle a insisté. Elle a dit que Julien avait 3 enfants à charge. Elle a dit que j'étais adulte et capable. Elle a dit que j'étais restée ici assez longtemps. Et là, Marc, qui n'avait aucun droit légal, moral, ni aucun passé émotionnel dans cette maison, s'est calé dans son fauteuil en disant, c'est peut-être l'endroit dont j'avais besoin pour construire ma propre vie. J'ai regardé ces deux-là et j'ai senti quelque chose de froid me traverser. Pas de la douleur, au début. De la clarté. Je lui ai rappelé, calmement, que c'était moi qui avais réglé l'essentiel des factures. Je lui ai rappelé que quand la chaudière a lâché, j'ai payé. Quand le toit a commencé à fuir, j'ai aussi payé. Quand la taxe foncière est arrivée avec des pénalités, j'ai comblé le trou. Je lui ai rappelé que Julien n'était pas là quand elle ne pouvait pas sortir du lit, quand je l'emmenais chez les spécialistes, quand je passais mes journées aux urgences. Quand je refusais des promotions parce que quelqu'un devait faire fonctionner cette maison. Elle n'avait pas l'air honteuse. Elle avait l'air agacée. Puis, elle a sorti la phrase vers laquelle elle construisait depuis des mois.
Elle a dit, tu agis comme si aider ta propre famille t'achetait le droit de propriété. J'ai répondu, non. J'agis comme si être traité équitablement devrait t'empêcher d'être jeté de la maison que j'ai aidé à maintenir debout. C'est là que son visage a totalement changé. Toute la douceur a disparu. Elle s'est penchée en avant et m'a traité de parasite. Elle a dit que j'étais restée trop longtemps, que j'avais trop pris, et que j'avais construit mon identité autour d'une maison qui n'était censée m'aider que temporairement. Elle a dit que Julien avait plus besoin d'elle. Elle a dit que ses enfants comptaient plus. Maintenant. Elle a dit que ce n'était pas sain pour moi de continuer à m'accrocher. J'aurais pu hurler. J'aurais pu lui rappeler que Julien avait passé des années à s'accrocher à des femmes, des emplois et des chances qu'il n'avait jamais respectées. Au lieu de cela, je suis restée assise, engourdie par la facilité avec laquelle elle effaçait tout ce que j'avais fait. Le pire n'était même pas l'insulte. C'était la certitude dans sa voix, le sentiment qu'elle s'était raconté cette nouvelle version de moi tant de fois qu'elle ne ressentait plus aucune culpabilité. Marc a posé une main sur son bras comme si elle était la victime, et là, c'en était trop. Je me suis levée, j'ai poussé ma chaise et je n'ai rien dit. Je suis partie avant qu'elle ne se sente assez généreuse pour m'offrir une semaine, ou assez cruelle pour la réduire à 3 jours. J'ai conduit jusqu'à ne plus voir notre rue, puis je me suis garée devant un supermarché ouvert 24h24, assise dans le noir, les mains sur le volant, essayant de comprendre comment une personne pouvait passer 3 ans à prouver son amour pour finalement perdre face à quelqu'un qui avait à peine daigné se montrer. Quand j'ai enfin consulté mon téléphone, j'ai vu un SMS de ma mère. S'il te plaît, ne sois pas dramatique. Nous pourrons discuter de la logistique demain. Logistique. C'était le mot qu'elle utilisait pour démanteler ma vie et remettre ma place au fils qui n'avait rien fait d'autre que de revenir, encore une fois, en pièces détachées. Quand je suis retournée à la maison plus tard. Cette nuit-là, je n'étais plus confuse. J'étais en alerte. C'est un autre genre de douleur, celle où le cœur saigne encore, mais où le cerveau a déjà commencé à prendre des notes. La maison était calme quand je me suis glissée à l'intérieur. Mais les preuves de ce qu'ils avaient prévu étaient partout. 2 cadres photos de mon père avaient été retirés du couloir et posés contre le mur de la buanderie pour faire place à des stickers muraux bon marché pour enfants encore dans leur sac plastique. L'armoire à linge était à moitié vide. Ma porte de chambre était ouverte, et à l'intérieur, ma mère avait déjà déplacé une boîte de mes chaussures dans le couloir, comme si la simple inertie pouvait me faire disparaître. Je me suis assise sur mon lit, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai décidé qu'avant de pleurer à nouveau, j'allais apprendre exactement depuis combien de temps il complotait. La réponse est venue plus vite que prévu. Le compte bancaire joint que j'utilisais pour les factures montrait un retrait de 4 000 € effectué 2 jours plus tôt par ma mère à l'agence locale. Cet argent ne venait pas de nulle part. C'était en grande partie des fonds que j'avais versés au fil du temps pour les impôts, les réparations et les urgences. J'ai continué à faire défiler et j'ai trouvé des retenues de paiement pour des magasins de meubles et une confirmation de livraison pour des lits superposés. Puis, le coup de grâce. Ma mère avait eu l'intention d'envoyer un mail à quelqu'un d'autre, mais j'avais toujours accès au compte partagé de l'ordinateur de bureau. Et là, dans le dossier des messages envoyés, il y avait un échange entre elle, Julien et un ami de l'église. L'objet était installation des chambres. Ils y parlaient du calendrier de mon départ, si ce serait plus simple si j'étais au travail quand les enfants arriveraient, et à quel point ce serait gênant si je faisais une scène. Un message de Julien disait:
Assure-toi juste que Camille soit partie avant qu'on arrive. Je ne veux pas que les enfants soient au milieu de toute cette tension. Un autre de ma mère disait, une fois qu'elle sera enfin partie, la maison pourra à nouveau ressembler à une famille. J'ai lu cette phrase 3 fois. À nouveau une famille. Comme si j'avais été une pensionnaire dormant dans un coin durant toutes ces années, et non la personne payant pour maintenir la lumière dans la maison qu'elle réclamait. Il y avait aussi un message vocal de Julien. Il semblait irrité, pas honteux. Il disait à ma mère qu'il était épuisé, que les enfants en avaient assez de vivre dans des valises, et que je ferais mieux de ne pas rendre cela difficile car ils avaient déjà assez souffert. Il n'a pas demandé à me parler. Il ne m'a pas remercié pour ce que j'avais fait pour notre mère. Il parlait de moi comme les gens parlent de la météo qui gêne un plan. C'est le moment exact où j'ai cessé d'espérer la justice et commencé à bâtir une stratégie. Le lendemain matin, j'ai appelé mon travail pour prévenir de mon retard et je suis allé voir Sophie, une ancienne connaissance d'université qui gérait les litiges immobiliers. Je lui ai tout exposé, sans rien enjoliver. Mes années de paiement, mes preuves de résidence, les réparations que j'avais financées, l'absence de préavis formel, le retrait d'argent, les mets. Elle a écouté sans m'interrompre, puis m'a dit ce que personne dans cette maison n'aurait soupçonné que je sache. Aux yeux de la loi, je n'étais pas juste une fille dormant dans une chambre d'amis. J'étais une résidente établie avec des droits de locataire. Ma mère ne pouvait pas légalement me mettre à la porte avec un discours sur un bourguignon et une date limite sortie de nulle part. Sophie a ajouté que, bien que la maison soit au nom de ma mère, mes contributions financières documentées me donnaient un levier, surtout lié à l'entretien majeur et aux comptes partagés. Elle n'a pas promis de miracle, mais elle m'a donné quelque chose de meilleur. Elle m'a donné un langage. Elle m'a donné une posture. Elle m'a donné des options. Depuis son cabinet, j'ai appelé Léa, et cet après-midi-là, elle m'a mise en contact avec un propriétaire qui avait un studio disponible immédiatement. C'était petit. Au-dessus d'un duplex dans une rue calme, à 10 minutes de mon bureau, avec du parquet usé et un éclairage de cuisine atroce, et je l'ai voulu dès que j'y suis entrée parce que chaque centimètre carré semblait honnête. Personne là-bas ne m'appellerait « famille », tout en me traitant comme un problème. J'ai signé le bail ce jour-là. Le reste de la semaine, je suis devenue une femme que ma mère n'avait jamais pris la peine d'imaginer. Efficace, silencieuse, sans sentimentalisme. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire et transféré mes fonds personnels. J'ai imprimé chaque reçu pour les réparations, les virements bancaires, les factures de services publics et les impôts. J'ai fait mes cartons par étapes, commençant par les documents, puis les objets sentimentaux, les vêtements, les appareils électroniques, faisant de petits trajets vers mon nouveau logement après le travail, pour que personne ne remarque à quel point tout disparaissait. À la maison, je jouais le jeu. Je disais à ma mère que j'examinais des options. Je disais à Marc que le marché locatif était plus difficile qu'il ne le pensait. Je les ai laissés croire que la panique m'avait rendue passive. Tout ce temps, je préparais le moment où il comprendrait exactement à quel point il m'avait mal interprété. Le vendredi matin, ma mère est partie tôt pour retrouver Julien et les enfants à l'aéroport. Marc prévoyait de les rejoindre sur le chemin du retour. Elle s'est arrêtée dans la cuisine avant de partir et m'a dit, avec cette fausse patience des gens qui pensent avoir déjà gagné, qu'elle s'attendait à ce que la plupart de mes affaires soient parties avant leur retour. Je me souviens l'avoir regardée au-dessus du rebord de ma tasse de café, pensant à quel point il était étrange
qu'elle croit encore fixer les conditions. Dès que sa voiture a disparu, je me suis mise au travail. D'abord, j'ai appelé le serrurier que j'avais réservé 2 jours auparavant. Puis, j'ai contacté les fournisseurs d'énergie et ai retiré mon nom de chaque compte, m'assurant que les factures finales et les dates de transfert étaient documentées. Je n'ai pas coupé les services illégalement, je n'ai rien saboté. J'ai simplement mis fin au système silencieux qui rendait leur confort si facile. Le serrurier est arrivé à 9h30. À 11h, chaque serrure extérieure de la maison avait été remplacée. Pendant qu'il travaillait, Léa et un de mes collègues, Julien, m'ont aidé à transporter le reste de mes meubles et les cartons que j'avais laissés pour éviter les soupçons. Je n'ai gardé que ce qui était à moi. Je n'ai pas touché aux affaires de ma mère. Je n'ai rien endommagé. Sur la table de la cuisine, j'ai laissé un dossier avec des copies. Des virements bancaires, des factures de réparation, des paiements d'impôts, les factures ménagères, la preuve de résidence et une lettre formelle de Sophie exposant ma position juridique et une demande de négociation de remboursement. J'ai aussi laissé une phrase manuscrite, puisque j'étais assez bonne pour payer pour cette maison, j'étais assez bonne pour être traitée selon la loi. À 12h15, j'étais dans mon nouvel appartement, entouré de cartons, mangeant des biscuits au-dessus de l'évier parce que j'étais trop agitée pour m'asseoir. À 12h38, le premier appel est arrivé. Puis un autre. Puis 6 SMS en 2 minutes. À 13h, mon écran de téléphone semblait faire une crise de panique. Ma mère. Julien. Ma mère encore. Julien encore. Un numéro inconnu que j'ai supposé être Marc. 2 autres numéros inconnus. Je les ai laissés s'accumuler. Au moment où j'ai enfin vérifié, j'avais 53 appels en absence. 53. C'était le chiffre avec lequel je me réveillais dans ma nouvelle vie, et c'en était presque risible. Les gens qui n'avaient aucun problème à imaginer mon absence ne pouvaient soudainement plus fonctionner sans accès à ce que je maintenais en ordre. Le message vocal de ma mère fut le premier que j'écoutai. Elle semblait furieuse et effrayée à la fois. Elle exigeait de savoir où j'étais, pourquoi les clés ne fonctionnaient pas, pourquoi je ne répondais pas, et quel genre de numéro je pensais jouer. Le message de Julien était pire. Il jurait, disant que les enfants étaient fatigués, que j'étais folle, que je n'avais aucun droit de les enfermer dehors. Aucun droit. Cette phrase m'a fait éclater de rire dans ma cuisine vide. À 14h, je suis retournée à la maison. Je n'étais pas pressée. Je voulais qu'ils attendent. Quand j'ai tourné dans notre rue, j'ai vu la scène complète depuis le bout de l'allée. Des valises sur le perron. 3 enfants. Fatigués s'affaissant sous la chaleur. Julien faisant les 100 pas devant la porte comme un acteur auditionnant pour le rôle de la victime. Ma mère debout. Rigide et rouge de colère, téléphone en main. Marc essayant la poignée encore. Une fois, comme si elle pouvait céder par respect pour son assurance. Et, parce que la vengeance n'est jamais aussi satisfaisante sans témoin, 2 voisins. Travaillant dans leur jardin avec cette attention particulière qu'ont les gens. Lorsqu'ils prétendent ne pas écouter. Je me suis garée en face, je suis sortie. Et j'ai marché vers eux, ne tenant rien d'autre que mes clés et ce calme qu'ils avaient pris pour de la faiblesse depuis trop longtemps. Ma mère s'est tournée. En premier. Son visage est passé de l'indignation à l'incrédulité à la seconde. Où elle m'a vu. Camille, a-t-elle dit. Que as-tu fait? J'ai répondu que j'avais sécurisé ma résidence. Julien a lancé que j'avais perdu la tête. L'un des enfants a demandé s'il n'avait plus le droit d'habiter là. Et, pendant
Une demi-seconde, j'ai détesté tous les adultes présents pour avoir mis des enfants au milieu d'un jeu de pouvoir qu'ils n'avaient pas créé. Marc s'est avancé pour demander si je réalisais à quel point c'était inacceptable. Je lui ai répondu que je comprenais la loi bien mieux que lui. Puis je leur ai expliqué. Clairement et lentement, non pas parce qu'il méritait de la patience, mais parce que je méritais de m'entendre le dire sans trembler. J'ai dit à ma mère qu'elle avait omis de donner un préavis approprié. J'ai dit à Julien qu'il n'emménageait plus dans une maison gratuite maintenue par une main-d'œuvre invisible. J'ai dit à tous les trois que j'avais documenté plus de 3 ans de contributions financières et que toute tentative ultérieure de me forcer à partir sans procédure serait traitée par les voies légales. Ma mère a essayé d'interrompre en disant que c'était sa maison, mais j'ai coupé en lui, rappelant que, pendant 3 ans, elle avait été très heureuse de me laisser agir en propriétaire quand les factures devaient être payées. Julien a aboyé que les enfants avaient besoin d'un endroit où dormir. J'ai dit que c'était un problème qu'il aurait dû envisager avant de planifier mon éviction comme une livraison de meubles. Marc a dit que j'humiliais ma mère en public. J'ai dit qu'elle aurait dû penser à l'humiliation publique avant de traiter la fille qu'il avait maintenue à flot de parasite. Cela l'a fait taire une seconde. La partie la plus satisfaisante n'était pas leur colère. C'était leur confusion. Ils avaient bâti tout ce plan sur l'hypothèse que je pleurerais, supplierais, partirais peut-être dans le chaos, puis disparaîtrais avec les restes de dignité qu'ils me laisseraient. Ils n'étaient pas préparés à la paperasse. Ils n'étaient pas préparés au vocabulaire juridique. Ils n'étaient pas préparés à me voir arriver composé et déjà relogé. J'ai remis à ma mère une nouvelle clé et je lui ai dit qu'elle pouvait entrer car je ne tenais pas à piéger des enfants dehors, mais que la question de mon départ et de mon remboursement se poursuivrait sur des termes légaux et par écrit. Je lui ai dit que le dossier sur la table expliquait tout. Je lui ai dit que j'avais déménagé parce que je n'avais plus l'intention de vivre avec des gens capables de sourire tout en m'effaçant, mais que mon départ volontaire n'effaçait pas ce qu'il me devait. Julien m'a accusé d'extorsion. J'ai dit non. L'extorsion aurait impliqué des menaces. C'était de la comptabilité. Ma mère m'a regardé alors avec quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Pas de l'amour, pas de la fierté, même pas de la culpabilité. C'était de la peur mélangée à de la reconnaissance. Elle réalisait, peut-être pour la première fois, qu'être l'enfant fiable ne signifiait pas que je resterais obéissante pour toujours. L'un des enfants a tiré sur la manche de Julien en demandant s'il pouvait enfin entrer. Mon frère a marmonné quelque chose entre ses dents et a arraché la clé de la main de ma mère. Je me suis écartée, et alors qu'ils traînaient leur bagage dans la maison que j'avais pratiquement subventionnée, j'ai adressé une dernière phrase à ma mère avant de tourner les talons. Tu avais raison sur un point. J'aurais dû construire ma propre vie. J'aurais juste dû le faire plus tôt, avant que tu ne confondes mon amour avec la permission de m'utiliser. Puis je suis retournée à ma voiture pendant que leur voix me suivait dans l'allée, plus forte et plus laide à chaque pas. Et pour la première fois en 3 ans, rien de tout cela n'était à moi de réparer. Le truc avec la vengeance, du moins celle qui change réellement votre vie, c'est qu'il s'agit rarement d'un moment dramatique unique. C'est un transfert de poids. Vous arrêtez de porter ce qui vous écrasait, et les personnes qui l'avaient placé là ressentent enfin à quel point c'était lourd. 6 mois plus tard, je vivais dans un appartement avec un éclairage toujours aussi atroce, mais je l'aimais tant que j'ai fini par arrêter de m'excuser de parler si souvent de lui. Ma vie est devenue plus calme, plus propre, plus honnête. Au travail, j'ai accepté la promotion que j'aurais refusée 1 an plus tôt, et avec ce revenu supplémentaire,
J'ai officiellement lancé mon activité de conseil pour aider les femmes à organiser leurs finances après un divorce ou une instabilité. Ce travail signifiait plus pour moi que je ne peux l'expliquer. Chaque tableau Excel que je nettoyais, chaque compte en retard que j'aidais à démêler, chaque budget que j'aidais à reconstruire, c'était comme si je tendais à quelqu'un d'autre la carte que j'aurais aimé avoir des années plus tôt. Léa disait que je paraissais 10 ans plus jeune, ce que je faisais semblant de ne pas apprécier même si elle avait raison. Je dormais mieux. Je riais plus. J'ai commencé à dire non, sans rédiger des essais pour me justifier. Quant à ma famille, les conséquences sont arrivées exactement comme elles le font toujours quand les gens prennent une personne fiable pour une ressource inépuisable. Julien n'est pas devenu responsable juste parce qu'il était sous le toit de notre mère. Il a oscillé entre des boulots précaires, a contribué moins que promis, et s'est plaint constamment de la cherté de la vie. 3 enfants dans cette maison signifiaient du bruit, du chaos, des frais de nourriture, des formulaires scolaires, des montagnes de linge, des rendez-vous médicaux, du désordre, et une logistique quotidienne que ma mère s'attendait autrefois à ce que j'absorbe sans reconnaissance. Marc a perdu tout intérêt une fois que la réalité est devenue gênante. Il est facile de jouer les conseillers quand quelqu'un d'autre paie les factures et fait le travail. C'est plus difficile quand le fils que vous avez défendu traite chaque règle comme une insulte personnelle et chaque dépense comme la faute de quelqu'un d'autre. J'ai entendu des échos via des voisins et un échange de SMS réticents avec ma mère concernant un échéancier de remboursement que Sophie a aidé à formaliser. Il y a eu des disputes. Des paiements manqués. Au moins un incident concernant une erreur à la sortie de l'école qui a laissé ma mère en larmes sur un parking. Le remboursement en lui-même m'importait moins avec le temps que ce qu'il représentait. C'était une preuve sur papier que je n'avais pas imaginé ce que j'avais donné. La preuve que mon travail avait de la valeur, même si ceux qui en bénéficiaient avaient tenté de le renommer « dépendance ». La première fois que j'ai revu ma mère seule, c'était à la pharmacie un mardi pluvieux. Elle semblait plus petite, plus fatiguée autour des yeux, comme si la certitude qu'elle portait ce soir-là au dîner avait été érodée par la réalité. Elle a demandé comment j'allais et j'ai dit la vérité. J'allais bien. Occupée. Épanouie. Elle a hoché la tête et a dit qu'elle avait vu l'une de mes cartes de visite dans une boulangerie en ville. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Elle a dit que mon père aurait été fier que j'aie construit quelque chose à moi. Cette phrase a atterri dans un endroit en moi qui se souvenait encore de vouloir son approbation, mais cela n'a rien annulé. La guérison n'est pas de l'amnésie. Un compliment après. Une trahison ne réécrit pas la trahison. Ce qu'il peut faire, si vous le permettez, c'est confirmer que vous n'avez plus besoin de la personne qui vous a blessé pour nier la blessure avant que vous ne soyez autorisé à guérir. Nous ne nous sommes pas réconciliés ce jour-là. Il n'y a pas eu d'excuse dramatique dans le rayon des médicaments, mais il y a eu un changement. Elle savait que je ne reviendrais pas pour la sauver de choix qu'elle avait fait à mes dépens. Je savais que je n'avais pas besoin que la vengeance ressemble à de la cruauté pour qu'elle compte. Parfois, la fin la plus satisfaisante n'est pas de regarder les gens s'effondrer. C'est de les regarder vivre avec les conséquences exactes qu'ils avaient balayées quand ils vous avaient encore là pour les protéger d'eux. Chaque impact. La leçon la plus profonde m'a pris plus de temps à apprendre, et c'est celle que je voudrais que toute personne qui écoute retienne. Aider sa famille n'est pas un tort. Aimer profondément n'est pas une faiblesse. Le sacrifice au bon endroit peut être magnifique, mais quand l'amour est utilisé pour exiger le silence, le travail non rémunéré, le pardon éternel ou la
Reddition de votre avenir, cela cesse d'être de l'amour pour devenir une permission d'exploitation. Ce n'est pas une valeur familiale. C'est un système brisé portant les vêtements de la loyauté. Une autre leçon est pratique, et je le dis très sérieusement, les personnes gentilles ont aussi besoin de paperasse. Gardez des traces. Apprenez vos droits. Comprenez qui est responsable. De quoi? Ne supposez pas que la rectitude morale vous protégera si quelqu'un d'autre est prêt à être légalement impitoyable. Les limites ne sont pas seulement émotionnelles. Parfois, elles sont financières. Parfois, elles sont logistiques. Parfois, elles font la différence entre être effacé et être capable de se tenir droit quand quelqu'un essaie de vous briser. Et il y a une vérité qui compte, surtout pour les enfants pris dans ces tempêtes. Les enfants apprennent à quoi ressemble l'amour en observant les adultes. Si les adultes normalisent le favoritisme, la manipulation et l'utilisation de la personne là plus responsable comme bouc émissaire, les enfants absorbent cela comme étant normal. Mais s'ils voient des limites, de la responsabilité et du respect d'eux, soit, ils apprennent cela aussi. C'est important. Cela compte pour les communautés, pour les familles, pour le genre de personnes que ces enfants deviennent. Alors, s'il y a un bien qui est sorti de ce qui m'est arrivé, au-delà de ma propre liberté, j'espère que c'est ceci, j'espère que quelqu'un qui écoute entend que être utile n'est pas la même chose que avoir de la valeur. J'espère que quelqu'un qui porte toute une maison sur son dos réalise qu'il est autorisé à la poser. J'espère que quelqu'un à qui l'on a dit qu'il était égoïste pour avoir voulu de l'équité comprend que le respect de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Aujourd'hui, ma vie n'est pas parfaite. Mais elle est à moi. Je l'ai construite sans mendier pour rester là où je n'étais pas respectée. Je l'ai construite après avoir été traitée de parasite par des gens qui s'étaient nourris de ma stabilité pendant des années. Et la chose la plus puissante que je sache maintenant est celle-ci, votre valeur n'est pas déterminée par votre utilité pour ceux qui vous jetteraient des qu'une personne plus bruyante arrive. Votre valeur réside dans votre caractère, vos limites, vos choix, et votre volonté de protéger votre propre avenir même quand les gens qui vous blessent partagent votre nom de famille. Si mon histoire enseigne quelque chose, j'espère qu'elle enseigne ceci, l'amour ne devrait jamais exiger que vous disparaissiez.